Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la mi-journée. Voici les titres de votre édition régionale. Le ministre de l'Agriculture dans les rangs du sommet de l'élevage ce matin, Stéphane Travert, particulièrement attendu par les éleveurs à la Grande Halle d'Auvergne. Nous serons en direct du sommet en début de journal. Les hommes du 92e régiment d'infanterie dans les rues de la capitale, dans le cadre de la mission Sentinelle. Depuis début août, ils étaient 300 arrivés de Clermont-Ferrand pour assurer la sécurité en région parisienne. Enfin, le salon sécurité informatique se tient aujourd'hui au Stade Michelin. Les attaques informatiques n'ont jamais été aussi nombreuses. Pour en parler, nous serons en direct avec le commandant du Tilleul attaché à la lutte contre la cybercriminalité. Mais on démarre ce journal par ce procès à Cusset, 6 ans après la mort du petit Audric Chassin, suite à une opération des amygdales. La clinique de la Pergola est jugée pour homicide involontaire au tribunal correctionnel. Le rappel des faits avec Alexandre Rosga. Le 24 octobre 2012, le petit Audric Chassin, 4 ans, est opéré à la clinique La Pergola à Vichy pour une ablation des amygdales, a priori sans danger. Mais dès le lendemain, alors qu'il rentre chez lui avec sa mère, il est victime d'une hémorragie brutale. Il ne s'en remettra pas. Les parents déposent plainte, convaincus que la clinique s'est rendue responsable de manquements dans le suivi post-opératoire. Suivront 2 rapports d'expertise avant que le 26 juillet 2017, la clinique ne soit mise en examen pour homicide involontaire. Le 11 janvier dernier, un non-lieu est requis par le procureur de la République. Il conclut que le lien de causalité entre le décès et les manquements relevés apparaît pour le moins ténu. Mais les juges qui ont instruit le dossier ne sont pas de cet avis. Ils estiment que la clinique a causé involontairement la mort d'Audric. Les rapports d'expertise ayant mis en évidence l'absence d'un tensiomètre pour enfants qui aurait permis un meilleur suivi. 6 ans après les faits, le tribunal correctionnel devra trancher sur l'existence d'une responsabilité de la clinique dans le décès d'Audric. Et puis en justice, toujours 11 jours après le meurtre d'un homme de 21 ans, place de Jaude à l'Arme Blanche, à Clermont-Ferrand, plusieurs personnes ont été interpellées hier matin dans l'agglomération et placées en garde à vue. Il est 12h02, c'est l'heure de prendre la direction de la Grande Halle d'Auvergne. Fabien Gandillon, vous suivez pour nous l'événement cette semaine. C'est bien sûr le sommet de l'élevage. La matinée a été marquée par la visite du ministre de l'Agriculture, c'est bien ça ? C'est bien ça, Julien. Alors, bien sûr, la vie du sommet de l'élevage continue. Les concours continuent avec, par exemple, ce matin, le concours de la race Aubrac, de même que les visites d'élevage, les colloques, les conférences. Et puis, vous le voyez derrière moi, le marché du matériel agricole. C'est un élément extrêmement important sur ce sommet. Mais vous l'avez dit, le sommet de l'élevage, c'est aussi un rendez-vous très important pour les politiques. Le plus attendu, c'était bien sûr le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. Il est venu ce matin se confronter aux préoccupations des éleveurs. Élodie Monnier et René Temneau l'ont suivi. Donc on va sur le ring. Stéphane Travert, prêt à se confronter aux attentes pressantes des agriculteurs. Dans les allées du sommet, la visite est appréciée. C'est important qu'ils viennent, oui, aujourd'hui, pour reconnaître le monde agricole et voir comment il est aujourd'hui. La conjoncture est compliquée actuellement aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas évident. Il nous faut des solutions très très concrètes et c'est un peu votre travail. Avec la sécheresse comme préoccupation majeure, les agriculteurs ne se sentent pas écoutés. Ils veulent des lois et une intervention forte de l'État. Aujourd'hui, c'est que le ministre annonce clairement des mesures pour la sécheresse, pour aider les trésoreries des éleveurs à acheter des fourrages, de façon à ce qu'ils ne capitalisent pas leurs troupeaux et qu'ils ne vendent pas leurs animaux par précipitation. Et la deuxième chose, c'est que sur les états généraux de l'alimentation, on est clairement une loi qui nous permette de mettre à l'index la grande distribution qui ne joue pas le jeu des produits alimentaires, un prix rémunérateur pour les producteurs. Concernant la grande distribution, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation demande à tous un effort. Quand j'entends certains distributeurs nous accuser de vouloir augmenter les prix, eh bien moi je dis que ce n'est pas l'État qui fixe les prix dans les magasins. Ce n'est pas l'État qui fixe les prix dans la grande distribution. Nous demandons aux distributeurs de baisser leurs marges et de mieux acheter les produits agricoles de manière à ce que les agriculteurs ne vendent plus à perte leur production. Des mesures concernant la sécheresse ont été annoncées, comme l'exonération de taxes, le report de cotisations MSA, ainsi que des avances sur les aides PAC.
Le ministre de l'Agriculture n'est pas le seul membre du gouvernement à être venu sur le sommet de l'élevage ce matin. Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, a également rejoint la Grande Halle en milieu de matinée. Laurent Wauquiez, le président de région, est attendu dès ce soir et demain matin. On notera aussi la présence annoncée de Jean Lassalle, candidat déclaré à la prochaine présidentielle. Le sommet, c'est l'endroit parfait pour rencontrer la profession. C'est également un lieu idéal pour rencontrer ceux qui seront l'avenir de ce métier. Les jeunes sont nombreux sur le salon. Ils participent même à son fonctionnement. Christian Darneville et Lydie Rib les ont rencontrés. Les outils sont multiples, mais la tâche est unique, aider au nettoyage des allées du sommet de l'élevage. Ils s'appellent Quentin, Morgane, Antoine ou Amélie et ils n'ont qu'une mission, la propreté. Il faut bien quelqu'un qui fasse de toute façon. On cure, on nettoie pour que les allées soient bien propres, on repaille. Ces jeunes gens préparent un bac professionnel ou un BTS. 4 établissements scolaires de la région participent à l'opération cette année. Un moyen pour les élèves de côtoyer des professionnels. Amélie en est à sa 2e participation. On peut rencontrer les éleveurs, on peut discuter avec eux, ils peuvent nous expliquer leur élevage, tout ça. C'est une pratique professionnelle en plus qu'on n'apprend pas forcément au lycée, en salle de cours. Ce passage au sommet de l'élevage est également l'occasion pour ces élèves d'appréhender la réalité des professions agricoles au contact de ceux qui les exercent au quotidien. De quoi remettre en question leur choix ou au contraire les rassurer sur leur avenir. C'est vraiment quelque chose de fort quoi, qu'on peut pas s'enlever quoi. C'est vraiment c'est vraiment quelque chose de bien quoi. C'est quelque chose qui plaît quoi. Faut que ça soit une passion pour se lancer dedans quoi. Sinon c'est pas la peine je pense. La plupart on est né là-dedans et c'est vraiment la passion quoi. La passion du métier et outre les problèmes actuels. Les élèves sont au sommet 10 heures par jour. Ils sont rémunérés pour leur travail. L'argent leur permet de partir en voyage d'études à la fin de l'année. Et pour être parfaitement complet, notez que ce sommet de l'élevage est également marqué par une certaine tension avec les opposants à la consommation de viande. Hier, 2 groupes d'une dizaine de militants ont tenté de perturber le sommet pour manifester leur opposition à la consommation de viande. Ils ont été évacués vers la sortie par la sécurité et par les forces de l'ordre. On se retrouve ce soir pour la suite de nos pages consacrées à ce sommet. Merci Fabien. À ce soir. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les infos qui concernent donc le sommet de l'élevage sur notre site internet. À voir également cet article sur le coup de pouce de l'État aux lignes Aurillac-Paris et Le Puy-Paris. 15 millions d'euros supplémentaires annoncés pour les lignes dites d'aménagement du territoire. Ces 2 derniers mois, 300 hommes du 92e RI ont assuré une mission Sentinelle en région parisienne. L'opération Sentinelle a été mise en place après les attentats de janvier 2015. 10 000 militaires sont déployés en permanence sur le territoire français. L'armée a dû s'adapter à cette mission très chronophage. Reportage sur place, Laurent Pastural et Alfonso Martinez. La Défense, c'est 250 000 personnes par jour. Le plus grand quartier d'affaires européen, l'interconnexion de plusieurs lignes de transport en commun, mais aussi 2 énormes centres commerciaux et pas mal de touristes. Pendant 2 mois, la Défense a été un des théâtres d'opération du 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand. 24 heures sur 24, les hommes de la 5e compagnie ont patrouillé au pied des tours, FAMAS en bandoulière. Il y a un relais permanent, on ne peut pas maintenir une attention constante et parfaite pendant plusieurs heures d'affilée. Donc on essaie de tourner toutes les 2-3 heures, on essaie de tourner. Parce qu'après je considère que mes patrouilles sont plus efficaces. On connaît très très bien la zone, donc l'essentiel c'est de ne pas tomber dans la routine et de rester concentré jusqu'au bout. Lancée après les attentats de janvier 2015, l'opération Sentinelle fait désormais quasiment partie du paysage. À part quelques bons jours de temps en temps, effectivement, les différentes interactions restent très sommaires. Ils passent sans vraiment nous calculer, nous voir. Ils sont un peu dans leur travail encore, même en sortant. Je pense que c'est une bonne chose, surtout que ce sont des volontaires, d'après ce que j'ai compris. Et donc, c'est assez justifié. Je ne les vois pas beaucoup, mais c'est sûr que leur présence est appréciée et qu'ils sont là pour faire dissuasion. Je ne sais pas comment les Parisiens le ressentent. Bon, nous on y fait vraiment pas attention. Cette opération dans l'ouest parisien, c'est la 56e mission Sentinelle du 92e RI depuis 2015.
Un investissement considérable en hommes et en temps pour toute l'armée française. Du coup, l'entraînement opérationnel se poursuit pendant les phases de repos. Grâce à la simulation, donc là, nous allons nous entraîner sur les cartes de notre futur terrain d'entraînement. Donc pour nous, c'est vraiment propice cette simulation à l'entraînement. Vous ne pouvez pas arrêter l'entraînement pendant Sentinelle. Voilà, donc nécessairement un soldat doit en permanence se préparer aux échéances futures, que ce soit au niveau physique, tactique ou technique. Reculez! Reculez, monsieur! L'opération Sentinelle a également modifié les pratiques des militaires français. Dans le cadre de la légitime défense, la riposte doit être proportionnée à l'attaque. Pas question de tirer au FAMAS sur un agresseur non armé. Vous rentrez sur une attaque, vas-y repousse, bam, c'est bon. Dans la réalité, je suis là, je ramasse, je compte mes os. Ça a évolué autrefois, nous parlions de combat corps à corps. Il n'y avait pas cette notion de riposte graduée. À la Défense, ce sont des chasseurs alpins du 7e BCA de Vars qui vont remplacer les hommes du 92e RI. Et après quelques jours de permission, ces militaires auvergnats vont partir en manœuvre dans l'est de la France. Voilà, et ce soir à 19h, le nouveau chef de corps du 92e RI, le colonel Rémi Pellabeuf, sera l'invité de Sandrine Montero. Ils évoqueront ensemble l'avenir du 92e RI et ses prochaines missions. Je vous le disais en titre, la deuxième édition du salon sécurité informatique se tient aujourd'hui dans les salons du stade Michelin. Vous voyez ces images tournées ce matin. Les attaques informatiques n'ont jamais été aussi nombreuses. Plus de 18 millions d'euros de préjudice pour les entreprises auvergnates depuis 2012. Parmi les intervenants du salon, le commandant du Tilleul du service régional de police judiciaire attaché à la lutte contre la cybercriminalité. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le journal. La cybercriminalité, je le disais, c'est une réalité pour les entreprises auvergnates. Vous ne comptez plus ces fameuses arnaques au président, ces faux ordres de virements internationaux. C'est la menace du moment. Vous pouvez déjà nous expliquer le mode opératoire ? Oui, effectivement, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, sont des victimes potentielles de ces cyberescrocs, agissant en toute impunité à partir d'États qui collaborent à minima ou pas du tout avec les autorités judiciaires françaises, comme notamment Israël, la Chine, le Nigeria. C'est pourquoi il est très important de faire de la prévention. Alors comment ça se passe ? En gros, vous m'expliquez en fait, c'est un coup de fil souvent le vendredi en fin d'après-midi dans des entreprises qui s'apprêtent à fermer. On demande un ordre de virement à l'étranger sous couvert de quelqu'un de l'entreprise. C'est souvent le même fonctionnement ? Oui, il y a pas mal de variantes, mais effectivement, vous évoquez l'escroquerie au président, la plus connue, la plus médiatique, dans laquelle une personne se faisant passer pour le PDG d'une entreprise ou un notaire ou un avocat mandaté par lui appelle le comptable ou le directeur administratif et financier et demande un virement exceptionnel, confidentiel et extrêmement urgent. Ce sont les trois ingrédients que l'on retrouve dans ce type d'arnaque. C'est toujours exceptionnel, confidentiel et extrêmement urgent. Et ça intervient de préférence un vendredi après-midi, juste avant la fermeture des banques, pour empêcher les banques et nous-mêmes de réagir et de bloquer les fonds à l'étranger pour les faire rapatrier. Alors l'autre phénomène, c'est le cryptage de données des entreprises en échange de rançon. Concrètement, l'entreprise perd toutes ces données, doit payer pour les récupérer. L'attaque la plus récente en Auvergne, elle date tout simplement de la semaine dernière avec une entreprise qui a failli déposer le bilan. Là encore, comment on peut se prémunir de ces attaques ? Eh bien, tout d'abord, en réfléchissant avant de cliquer sur une pièce jointe accompagnant un spam, un courrier électronique non sollicité, ou en cliquant sur un lien hypertexte dans le corps d'un mail, ou encore en visitant certains sites web, et surtout en sauvegardant ces données, en déconnectant la sauvegarde après l'avoir faite, sinon les données contenues dans la sauvegarde seront également cryptées, et en vérifiant le fonctionnement de ces sauvegardes ou en les faisant vérifier par un prestataire informatique. Dernière question, il y a aussi les faux placements sur les crypto-monnaies, fausses plateformes toujours attirantes. C'est un placement en vogue en ce moment, on le sait. Là encore, il faut rester vigilant. Tout à fait. Oui, tout à fait. Des victimes auvergnates à la recherche de placements sur les crypto-monnaies ont été contactées par un conseiller, du moins un pseudo-conseiller de sociétés comme BKCoin, Verticoin, la Bourse de l'Ether et CoinMarket, pour ne citer que les affaires locales, et avec un discours bien rodé, faisant référence à des sites sérieux et légaux ayant pignon sur rue comme Paymium ou encore la Maison du Bitcoin à Paris, et faisant état également de
rendement mirobolant, du genre 25% garantie, eh bien, ils arrivent à obtenir de ces personnes des virements de 56 000 à 800 000 euros vers des comptes ouverts au nom de sociétés coquilles vides à Malte, en Pologne et dernièrement au Portugal. Merci, commandant Duthilleul. Je rappelle que vous êtes en direct donc, de ce salon sécurité informatique. Merci beaucoup. Allez, on passe à ce sujet. Donc, un immeuble qui part en fumée à Avermes, c'était le week-end dernier. C'est toute une chaîne de solidarité qui s'organise depuis dans la cité bourbonnaise. Le reportage sur place, Julien Tellier, Alfonso Martinez. Mon ancienne terrasse, voilà, où il y avait mon abri de jardin, mes plantes, mon petit potager qui était ici. Dans les ruines de son F2, Jean-François tente de retrouver quelques objets et souvenirs. En une nuit, cet intérimaire a presque tout perdu. Mais depuis l'incendie, il est touché par la solidarité des habitants d'Avermes. Ça fait chaud au cœur. Il y a énormément de gens qui nous soutiennent via réseaux sociaux, que ce soit des gens même d'ici, même des gens qu'on ne connaît pas. Autant c'est incroyable cette histoire-là, autant c'est incroyable de se rendre compte qu'il y a encore vraiment des gens qui sont humains, qui sont généreux. Pas financièrement, mais qui sont généreux au niveau du cœur. Jean-François et Claire devront revenir une dernière fois entre ces murs noircis. Ils ont rendez-vous avec les experts des assurances pour évaluer les dégâts. Est-ce que vous avez du mobilier ou de l'électroménager ? Face à l'afflux de propositions, un numéro de téléphone spécial don a été mis en place par la mairie. Dans cette petite commune de 4000 habitants, voire 10 familles à la rue, a touché tout le monde. Depuis lundi, on recense donc les donateurs. Et puis par la suite, dès que les familles seront relogées, on va recenser leurs besoins et on fera une distribution. La priorité pour les familles sinistrées, c'est de trouver un nouveau toit. Des propositions de relogement ont été faites ces derniers jours par le bailleur social de l'immeuble dans l'agglomération de Moulins. Dès lundi, l'ensemble des bailleurs sociaux de l'agglomération s'est penché sur le sujet et dès lundi après-midi, il y avait des propositions qui ont été faites à ces familles-là pour effectivement les reloger. Il faut attendre souvent encore 24 heures ou 48 heures avant de pouvoir rentrer dans ces logements, mais c'est fait. Quant aux origines de l'incendie, elles restent pour l'instant inconnues. Claire et Jean-François attendent avec impatience que l'enquête avance pour pouvoir au plus vite tourner la page. Allez, on reste dans l'Allier pour finir ce journal avec cette initiative insolite. Je ne vous en dis pas plus. Reportage Stéphanie Vino et Pascal Félix. Elles existent en crème, en vert, en noir et même en rose. Des baskets écolo car fabriquées en laine recyclée. C'est ce jeune couple originaire de Saint-Nicolas-des-Biais qui a eu l'idée de lancer ce nouveau concept depuis leur petit village de la montagne bourbonnaise. Il est fabriqué en France. Donc c'est 7 intervenants aux 4 coins de la France qui ont travaillé sur ce projet. Elle est également écologique parce que la laine est recyclée dans le Tarn. Donc c'est un processus de filature du coup qui a été développé et qui permet du coup de récupérer les pulls en laine et du coup avec ça de la refiler. Ils n'ont qu'une vingtaine d'années mais sont déjà très à l'aise dans leurs pantoufles pour se lancer dans la création de chaussures. Cela fait 1 an et demi qu'ils tiennent un magasin de chaussons sur Roanne dans la Loire. Et de la charentaise à la basket en laine, il n'y avait qu'un pas. Les gens ont des préjugés sur la laine, c'est chaud, ça gratte, et nous, en fait, pas du tout. Déjà, c'est respirant, c'est thermorégulant et c'est léger. Et c'est une matière naturelle. 1 an de mise au point pour arriver aujourd'hui à une campagne de financement participatif sur Ulule pour lancer la production. Il faut vraiment réinventer l'industrie textile. C'est vraiment l'une des principales sources de pollution dans le monde. Et du coup, nous, on vit comme ça dans un petit village de l'Allier, à 1000 mètres d'altitude, entouré de forêts. On travaille aussi dans la permaculture un petit peu. Et du coup, c'est un vrai projet de vie au-delà de la marque. C'est vraiment qu'on veut s'investir à notre échelle, en tout cas à notre échelle. Et notre échelle, c'est l'industrie textile. Des baskets qui seront ensuite mises en vente, principalement sur Internet. Allez, dans un instant, c'est la suite du 12-13. Très bon après-midi.